Bienvenue dans Sens Interdits, le podcast qui libère ta magie. Je suis Flora, coach spirituel, et je t'aide à sortir de la matrice, à surmonter ton sentiment de décalage pour retrouver une vie alignée avec toi-même grâce à tes talents intuitifs. Tous les vendredis, seul ou avec une invitée, je vais te parler de spiritualité ancrée et décomplexée, avec des expérimentations, des histoires, des outils et des explorations du monde spirituel. Je t'invite à retrouver ce qui est le plus précieux, ta vérité. Bonne écoute! Bienvenue dans Sens Interdits, le podcast qui révèle ta magie. Aujourd'hui, je suis hyper heureuse de te présenter Pam d'Amour Tambour, c'est son compte Instagram. Donc, Pam, qui a un parcours incroyable qu'elle va nous partager aujourd'hui. Alors, bonjour Pam, comment ça va? Hello Flora, ça va super bien depuis que le soleil est revenu, là, ça y est, le feu intérieur aussi. Moi, ça va super et merci beaucoup de cette invitation à parler Écoute, je t'en prie. de tout ça. Écoute, alors comme je te l'ai expliqué, ces entrevues, en fait, c'est vraiment pour parler de l'éveil de notre intuition au sens hyper large. Et je sais que tu as un parcours vraiment très particulier. Et en fait, voilà, la question c'est à partir de quel moment tu t'es dit, ok, il n'y a pas que du monde 3D, il y a d'autres trucs. Alors, je ne l'ai pas formulé comme ça au début et je comprends toujours pas trop les histoires de 3D, 5D, mais j'étais effectivement à la base issue d'un parcours très classique. Voilà, j'ai fait une terminale S, j'ai fait 2 fois la première année de médecine. Il y a ma machine à café derrière qui fait du bruit, je suis désolée. Et voilà, j'ai pas été prise en médecine et j'ai trouvé ça très triste. Et puis ensuite, je me suis inscrite en fac de bio. J'ai passé un master exactement, il s'appelait biologie intégrative, physiologie et neurosciences avec une option en neuro. Voilà, et après, j'étais donc. Oui, voilà, pour expliquer, on étudiait tous les systèmes du corps humain en termes de physiologie, donc de comment ça marche, et pas de pathologie des maladies. Et en particulier le cerveau. Et donc, après, j'ai travaillé au CNRS pendant un petit peu moins de 2 ans. J'étais ingénieure d'études et voilà, je bossais sur des recherches avec des IRM fonctionnels à Lyon, voilà. Truc très, très classique. Et puis, quand j'étais là-bas, je me sentais pas bien, en fait. Je sais pas, il y a vraiment un jour où je me suis dit, mais attends, j'ai 25 ans, je sais pas ce que j'aime dans la vie, je sais que je peux pas rester 40 ans au CNRS parce que je vais péter un plomb, je vais mourir d'ennui. Et je suis pas heureuse, mais je sais pas, c'est pas en fait ce qui me fait vibrer, ce qui me rend vivante. Et j'ai trouvé ça hyper triste. Et donc, je me suis posé cette question, qu'est-ce qui me rend vivante? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Et il n'y a pas eu 50 000 réponses, il n'y en a eu que 2. C'était le voyage et la musique. Quand j'étais à des concerts, par exemple, la sensation d'être dans la fosse à un concert, c'est un truc qui me prend aux tripes. Et voilà, ça a toujours été incroyable. Je faisais partie d'une chorale et je faisais du chant. Pareil, j'attendais ça toute la semaine avec une impatience folle parce que dans ces moments-là, je me sentais trop bien. Et puis le voyage, ça a commencé quand j'étais petite, mes parents m'emmenaient en vacances. Avec mon père, on est allé à Londres. Voilà. Et mon dernier semestre de master, donc je suis restée 7 mois en Angleterre, à Newcastle, et j'ai adoré. Avant ça, j'avais fait une seconde exprès anglais, on était parti au Canada, tout. Bref, j'ai toujours aimé un petit peu voyager. Mais voilà, c'était vraiment ces 2 éléments-là, la musique et le voyage, qui me faisaient me sentir vivante. Et là, j'ai fait des recherches un petit peu, où est-ce que je pourrais aller voyager, et c'est là que vraiment mon intuition, elle a commencé à revenir, parce que je suis persuadée qu'elle était toujours là, mais que j'avais du mal à l'entendre, que je la réprimais, voilà. Mais elle s'est manifestée très fort sur il faut que tu partes, il faut que tu ailles en Nouvelle-Zélande, il faut que tu y ailles seule et il faut que tu y ailles longtemps. Voilà. Donc j'étais avec ça.
Et je me suis dit, OK, donc, eh ben, en l'espace de quelques mois, j'ai quitté mon job, j'ai tout vendu, j'ai pris un billet d'1 an pour la Nouvelle-Zélande et je suis partie solo là-bas, avec mes économies et sans job, en me disant que j'allais faire du woofing. Donc c'est, le concept de on travaille dans des fermes, donc j'ai travaillé dans des fermes où ils faisaient de la permaculture, dans voilà, différents trucs. Et en échange, ils te donnent le gîte et le couvert. Donc en fait, tu dépenses rien de ta vie normale, on va dire. Et comme c'est plutôt dans des endroits reculés, t'as pas la tentation de faire des sorties, d'aller au resto et tout, parce qu'en fait, rien. Donc, donc voilà. Et donc, bah, ce premier grand voyage, ça a été vraiment un appel de mon intuition. Et c'est comme si je ne pouvais pas vraiment refuser cet appel. Pas parce que quelqu'un m'y obligeait ou quoi, mais c'est que vraiment j'en avais besoin et il fallait que j'y aille. Il fallait que j'y aille. Et je ne savais pas du tout comment ça allait se passer. Je savais rien. Mais j'avais la certitude que fallait que j'y aille et que je pouvais pas rester là où j'étais, parce que sinon j'allais vraiment pas aller, quoi. Mais alors, t'avais quel âge quand t'es partie comme ça, toute seule, avec ton sac à dos en Nouvelle-Zélande? C'est Et incroyable. Enfin, je veux dire, j'avais 26 ans. Je suis partie pour mon anniversaire, en fait, de mes 26 ans. mm. Parce qu'avant la Nouvelle-Zélande, j'avais un rêve qui était de voir les cerisiers en fleurs au Japon. Donc, je suis passée par Tokyo pendant 15 jours pour mon anniversaire. Donc, j'étais solo là-bas. Et je suis arrivée, les cerisiers, enfin les fleurs s'ouvraient, je suis repartie, elles se refermaient. Donc, c'était vraiment, j'ai eu une chance extraordinaire. J'ai passé aussi une semaine en Australie. Et puis ensuite, j'ai passé donc 1 an en Nouvelle-Zélande. J'ai acheté une voiture là-bas. Et puis voilà, j'ai visité les 2 îles, j'ai trouvé des woofings. Et c'est là-bas qu'on a commencé à me parler d'énergie, de spiritualité, de vie antérieure, de trucs comme ça. Et au début, moi, je rigolais, j'étais là, mais vous dites n'importe quoi, moi je suis scientifique, je crois pas à tout ça, c'est du bullshit et tout. Et il y a un woofing en particulier où j'étais chez une nana qui avait, je sais pas, 70, 75 ans. Et je suis restée une semaine chez elle, mais elle a changé ma vie. Elle m'a donné des bouquins justement de développement personnel. Alors il y en a que j'ai rejetés en bloc, genre je sais plus, Le Secret, ou je sais pas, il y a des trucs, j'étais là, non mais ça c'est n'importe quoi. Et puis il y a d'autres choses qui étaient plus sur l'aspect de se connaître soi, de savoir comment on fonctionne, de pourquoi on a telle réaction, de tout ça. Ça m'a plus intéressée et j'ai découvert un monde en fait, à la fois la psycho, le développement personnel, le bien-être et tout. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on m'avait jamais parlé de ça? Pourquoi mes parents, ils m'ont pas dit que ça existait? Pourquoi à l'école, j'ai pas entendu parler de ces trucs-là? Parce que ça me paraît quand même pertinent. Alors oui, il y a du déchet dans ce que je lis, mais il y a des trucs quand même, ça m'aide vachement et voilà, ça fait la différence. Euh, donc voilà, j'ai commencé à me nourrir un peu de tout ça. Ensuite, je suis rentrée en France pendant 1 an parce que j'avais le projet de faire un autre rêve que j'avais toujours voulu faire, mais comme j'avais des bonnes notes, j'avais plutôt fait de longues études, mais j'avais toujours aimé la pâtisserie. Et donc, je suis rentrée en France faire un CAP pâtisserie. Voilà, en mode reconversion en 1 an entre adultes dans un SECOF, voilà, dans ma région, dans l'Ain. Et c'était super cool. Mon patron était au top. C'est l'année aussi où il a fait le concours des MOF, des meilleurs ouvriers de France. Donc, je suis allée avec lui. C'était génial. Enfin, c'était vraiment extra. Et pendant cette même année où j'étais en France, quand je suis revenue de Nouvelle-Zélande, dans la semaine qui a suivi, j'ai mon intuition aussi qui m'a dit il faut que tu ailles t'inscrire à un stage de Reiki. Alors, mais le truc m'est sorti de nulle part, vraiment. Je ne savais pas ce que c'était le Reiki, j'en avais jamais reçu, j'avais aucune idée vraiment de ce que c'était. Et dans les 15 jours où j'étais arrivée en France, j'étais inscrite à un stage et je me pointe là-bas. Et les deux maîtresses Reiki, voilà, ils font un tour de parole et me disent bon, bah, pourquoi vous êtes là et tout. Moi, je leur dis bah, franchement, j'ai aucune idée de ce que je fous là. Je sais pas ce que c'est le Reiki. J'ai jamais fait d'énergétique, rien du tout. Et alors, tous les autres avaient des réponses plutôt, voilà, moi, aucune idée. Elles m'ont regardé, elles m'ont dit ah, d'accord. Et moi, j'étais là, bon, ok.
Et en fait, pendant le niveau 1 de Reiki sur le week-end, j'ai senti des trucs extraordinaires. Je sentais des trucs dans mon corps, je voyais des choses, j'avais des sensations, enfin, plein de trucs qui se sont passés. Et je trouvais ça vraiment incroyable. Et je me disais, d'un côté, il y a mon cerveau scientifique qui se dit, ça peut pas exister, c'est n'importe quoi. Et de l'autre côté, j'avais mon corps qui me disait, bah oui, mais je l'ai ressenti dans mon corps, donc je peux pas le nier. Même pour une personne scientifique, on peut pas nier l'expérience, en fait. Au contraire, la science, elle vient aussi à la base de ça. Euh, et donc, j'avais ce truc un petit peu en me disant, bon, qu'est-ce que je fais de tout ça? Et je me suis dit, bah, je vais continuer d'explorer cette piste, cette route, et je vais bien voir si ça se passe une seule fois, et puis si après, bon, ça fait plus rien, et voilà. Mais au contraire, si ça continue et s'il y a d'autres choses, bah, je peux pas nier qu'il y a quelque chose. Je peux pas l'expliquer, mais je peux pas le nier non plus. Donc j'ai continué, et sur cette année, j'ai passé donc les trois degrés de Reiki en un an. Et pareil, il se passait toujours des trucs incroyables à chaque fois quand je faisais aussi, mais il y a des autotraitements dans le Reiki, donc on voit et tout. C'était vraiment, ça me faisait un bien incroyable. Donc j'ai continué. Et puis je savais aussi pendant cette année que j'allais pas rester en France. Je savais pas encore où j'allais aller, mais je savais que j'allais pas rester. Et pareil, reboom l'intuition. Euh, Ça faisait. Alors, ça, c'est pas vraiment de l'intuition, c'est plus de la chance, un peu plus du destin, peut-être. Une Ça faisait, sérénité. ouais, ça faisait 2 ans que j'avais appliqué, enfin que j'avais posé ma candidature pour le visa vacances-travail au Canada, donc comme j'avais fait en Nouvelle-Zélande. Sauf qu'au Canada, c'est un tirage au sort. Et ça faisait 2 ans que je l'attendais, mais j'avais jamais été tirée au sort. Et donc, je me disais, de toute façon, j'approche de la date limite, mon âge pour respecter. Je pense pas que je l'aurai. Voilà, il y a beaucoup de déçus, il y a beaucoup de gens qui l'ont pas. Voilà. Et puis finalement, je l'ai vu. Et donc, j'ai pu partir à la fin de mon année au Canada. Donc, voilà, entre-temps, j'avais aussi fait une formation de rédactrice web parce que je m'étais dit, pour voyager, c'est bien le woofing, mais j'ai aussi envie de pouvoir gagner de l'argent quand je suis à l'étranger. Et il se trouve que par chance, j'avais des facilités à la fois en sciences et à la fois en littérature. Donc, je suis devenue traductrice anglais-français, parce que je suis bilingue en anglais, et rédactrice web, donc pour les sujets qui concernent les voyages et le bien-être, la spiritualité, parce que je me suis dit, quel meilleur moyen d'apprendre des trucs qu'en rédigeant des articles sur ces sujets-là et en faisant des recherches et en étant payée pour ça. Donc voilà, j'ai fait ça. Je suis partie au Canada pendant 2 ans. J'ai exploré d'est en ouest. Et pareil, j'ai rencontré des gens aussi incroyables pendant mes voyages. Et j'avais pas du tout de plan avant de dans quelle ville j'allais aller, combien de temps, machin. Ça, c'était vraiment, encore une fois, tout à l'intuition. Et puis, un jour où j'étais là-bas, c'était en décembre, il neigeait. J'étais sur l'île de Vancouver. Et puis, je vois une nana que je suivais sur Internet, voilà, qui fait du coaching, tout ça. Je vois qu'elle propose un séjour au Costa Rica. Et j'ai su qu'il fallait que j'y aille. Donc, en 24 heures, mais vraiment, ça m'a pris au trip, il fallait que j'y sois. Donc, j'ai contacté, c'est Margot Hamann, une coach voilà, qui est connue. Je l'ai contactée, j'ai trouvé l'argent, j'ai trouvé le temps, enfin, j'ai trouvé tout ce qu'il fallait. De toute façon, il fallait que j'y aille. Or, le Costa Rica, c'était pas du tout dans mes plans. Moi, je parle pas un mot d'espagnol. Enfin, vraiment, c'était pas calculé du tout. Et le truc était en février, et nous, on était, je sais plus, fin décembre. Donc, c'était short pour réserver les billets, machin. Donc, je me retrouve dans un avion pour le Costa Rica. J'arrive là-bas, choc thermique, hein, déjà, parce que j'étais au Canada pendant l'hiver. Et puis, choc culturel, choc de langue. Voilà, je ne pas un mot. En plus, il fallait prendre des taxis. C'était au bout du monde pour les personnes qui connaissent. C'était à Santa Teresa sur la péninsule. Enfin, vraiment, il fallait prendre je ne sais pas combien de bus, je ne sais pas combien de taxis, faire des heures de route, un ferry. Enfin, vraiment le truc, l'expédition, quoi. Et, en fait, là-bas, j'ai rencontré des gens
certaines personnes avec qui je suis toujours en contact. C'était plusieurs années, c'était il y a 5 ans peut-être. Et des gens qui ont eu une influence assez forte sur ma vie. Et c'était waouh! Donc, je suis restée 3 mois au Costa Rica là-bas. Après, j'ai fait un peu de tourisme, voilà. Je suis remontée au Canada parce que j'avais encore mon visa, comme il était valable que 2 ans. Je, voilà, je voulais en profiter quand même encore les derniers mois qui restaient. Et donc, pendant cette retraite au Costa Rica, à un moment, il y a une des personnes qui guidait qui m'a mis un tambour dans les mains. Je ne savais pas pourquoi moi, alors qu'on était 10 personnes, et voilà, j'ai mis un tambour dans les mains. Okay. J'ai joué du tambour, bref, j'ai trouvé ça cool. Et après, il y a une autre personne qui m'a dit, mais tu sais, avec le tambour, on peut rentrer en transe et tout, faire des voyages dans l'invisible. Et moi, j'ai rigolé. J'ai dit, ben oui, mais bien sûr, avec une flûte traversière aussi. Mais ouais, vous êtes tous fous ici. Parce que j'avais toujours pas confiance, hein, malgré mes expériences énergétiques. Voilà, je suis quand même toujours très sceptique. Et donc, j'y croyais pas du tout. Je suis remontée au Canada et je lisais un bouquin de Michael Harner, qui est un anthropologue qui a étudié plein de peuples autochtones à travers le monde et qui a fondé l'école pour les études du chamanisme, c'est-à-dire en français. Et dedans, il disait, voilà, j'ai un enregistrement sur YouTube avec du tambour. Vous pouvez faire un voyage chamanique avec. Je vous donne les instructions. Et si vous avez envie d'essayer, bah vous essayez. Et moi, je me suis dit, eh ben super, je vais faire ma propre expérience, je vais démontrer que ça marche pas, que c'est que du bullshit et que voilà, c'est que des conneries. Et donc, je mets l'enregistrement sur ma tête. Et là, c'était le quart d'heure le plus intense de toute ma vie. Et tu sais, c'est drôle que tu parles de Michael Harner parce que quand je fais des descentes chamaniques, c'est toujours avec ses pistes à lui. Je joue pas toute seule, mais ça on en reparlera une autre fois. Mais j'écoute Michael Harner ou aussi parfois Sandra Ingerman, mais c'est avec Michael Harner que je descends. Ok. J'ai pas tous ses bouquins, mais une grande partie. Ouais. Donc oui, c'est vraiment un grand monsieur du chamanisme et du chamanisme du continent américain, quoi. Oui, tout à fait. Oui, en tout cas, moi, c'est par lui que j'y suis arrivée. Et clairement, j'y allais en reculant, quoi. Et donc, voilà, ça a été un truc. J'ai voyagé dans les racines des arbres. Mon cœur était sorti de ma poitrine. Il était attaqué par des trucs. Alors, je me suis cassé les côtes pour remettre mon cœur dedans. Et puis, il y avait des gens qui me poursuivaient. Et après, il y avait des femmes qui sont venues me soigner. Enfin, mais un truc de fou, quoi. Alors qu'il s'est passé juste un quart d'heure. Moi, j'avais l'impression que ça avait duré des heures, que c'était toute une aventure, un film, le truc. Et je suis sortie de là. Bah, j'étais hyper perplexe, j'étais complètement déboussolée et surtout j'avais peur d'avoir fait une connerie parce que je me suis dit, je suis allée dans un endroit que je connais pas et voilà, j'ai déjà entendu des gens qui font des trucs un peu surnaturels, mais des fois ils ramènent des choses de l'invisible, voilà. Donc en fait, j'étais super flippée quand je suis ressortie de là. Et j'ai appelé une amie de l'époque qui en savait un peu plus que moi sur ce sujet. Elle m'a dit, non mais t'inquiète, tu viens de te faire un recouvrement d'âme, tout va bien. Je dis, ah ouais, ok, mais comment je peux faire des trucs alors que je ne sais pas ce que c'est? Elle m'a dit, non mais t'inquiète, c'est que tu sais faire, tu avais besoin et tout va bien. Je dis, ah ouais, ok, bon, d'accord. Donc là, je me suis dit, le tambour quand même, il y a quelque chose, il y a un truc. Et donc, j'étais à Montréal, au Canada, à cette époque. Et là, j'ai vu sur Facebook apparaître comme ça un stage pour fabriquer son tambour avec des personnes autochtones là-bas. Et je me suis dit, bah allez, banco, je vais aller explorer cette histoire de tambour. Je suis un petit peu focalisée des fois quand je suis sur un truc, donc voilà. Je suis allée donc fabriquer mon tambour là-bas. Et c'était une expérience hyper forte, hyper intense. Ouais, vraiment, c'est indescriptible le fait de fabriquer un tambour. Et puis, 3 semaines après, on l'a activé avec une autre personne, une chamane du Canada. Et en fait, c'était en groupe, mais elle disait un petit mot individuel à chaque personne. Et en général, c'était plutôt gentil, c'était plutôt tranquille, c'était voilà. Et moi, je suis passée en dernier.
Et elle m'a regardée avec un regard noir, elle m'a engueulée comme un poisson pourri. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Elle m'a dit, mais alors je me suis fait mais incendier la tête. J'ai fait waouh, ok. En plus, c'était une petite mamie, elle avait, je sais pas, 70 ans, c'était toute gringalette. Elle m'a engueulée comme jamais. J'ai dit ah ouais, d'accord, ok. Donc, j'ai rien compris sur le coup. Euh, et elle m'a dit ton tambour, là, celui-là, il travaille sur l'amour et la sexualité. J'ai fait ah, c'est comme de par hasard, les trucs sur lesquels j'ai l'impression que ma vie, elle est faite autour de ça, quoi. Qui sont pas les sujets les plus simples quand même, hein. Voilà. Donc, je suis sortie de là un peu, un peu perplexe. Et puis ensuite, pareil, j'étais toujours à Montréal. Et puis j'ai vu une nana qui faisait un truc, ça s'appelait Reiki chamanique. Et je me dis, bah tiens, moi ça m'intéresse un peu le chamanisme. J'ai pas l'impression voilà, de comprendre encore beaucoup de choses ni d'être vraiment dedans. Mais peut-être le Reiki, ce serait voilà, une passerelle pour faire ça. Euh, et donc, je suis allée faire un truc, un week-end chez elle en résidence. Et elle me dit, c'est hyper bizarre. D'habitude, mes stages, ils sont bookés 6 mois à l'avance, c'est toujours plein. Et là, tu es toute seule. Tous les gens qui devaient venir, ils ont soit annulé, soit ils ne pouvaient pas, soit vraiment, ça m'est jamais arrivé, quasi, que la personne soit toute seule. Et elle me dit, quand c'est comme ça, c'est qu'il y a une bonne raison, donc je maintiens le stage. Économiquement, c'est pas le mieux, mais voilà, c'est qu'il y a vraiment une raison. Et donc, pendant ce week-end-là, elle m'a transmis des trucs voilà, autour du tambour, autour de plein de pratiques. Et elle m'a transmis un truc d'hypnose chamanique pour faire des régressions de vie antérieure assez mastoc. Et elle me l'a fait sur moi, et elle avait emmené 3 personnes pour qu'on puisse pratiquer les deux sur ces 3 personnes et tout. Enfin, vraiment, c'est un gros truc. Et moi, quand je suis sortie de là, j'ai dit, mais jamais de la vie, je vais faire ça. C'est hyper. Genre, c'est comme si tu jouais avec l'âme des gens. Enfin, c'est vraiment un truc, c'est une responsabilité gigantesque, quoi. Je vais jamais faire ça. Elle m'a dit, garde-le dans un coin de ta tête, et puis tu verras bien. Et effectivement, quelques années plus tard, il y a quelqu'un qui est venu me demander ça. J'ai dit, quoi? Et donc, je l'ai fait, et après, je l'ai fait plusieurs fois. Et effectivement, j'aurais jamais cru faire ça de ma vie, mais je l'ai fait, et c'est incroyable. Donc voilà. Et puis ensuite, avec mon tambour, ben, pareil, j'ai aussi rencontré d'autres personnes, et j'avais envie d'apprendre vraiment à faire les voyages chamaniques bien, comme il faut, avec des bonnes bases et tout. Donc là, j'ai trouvé aussi une personne qui m'a enseigné ça, et pendant plus d'1 an, tous les jours, je faisais des voyages. Mes trucs, je notais, j'avais mon carnet, machin. Maintenant, j'en fais moins, mais à l'époque, vraiment, c'était pas une obsession, mais pas loin, quoi. J'ai vraiment bossé ça beaucoup. Euh, et puis, euh, et puis quand je suis remontée du Costa Rica à Montréal pour 9 mois, je pensais qu'à un truc, c'était Costa Rica. Il fallait que j'y retourne. J'avais vraiment pas le choix. Donc voilà, en fait, mon intuition, j'ai compris après que mon intuition, elle marche beaucoup alors on peut dire par le voyage, mais c'est surtout, il faut qu'à un moment donné, je sois à un endroit. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, je sais pas, mais il faut que je me débrouille. Et il faut qu'à ce moment-là, je sois à un endroit. Ou alors que je ne sois pas à l'endroit où je suis. Des fois, c'est aussi ça. C'est un peu plus vague. Voilà. Mais ça marche pas mal par la localisation, moi, mon intuition. Alors, c'est pas commun, mais c'est comme ça. Voilà, ça existe. Et puis, voilà, je pensais en boucle au Costa Rica. Il fallait absolument que j'y retourne. Donc, bah, j'ai prévu d'y retourner. J'ai pris des cours d'espagnol quand j'étais au Canada, parce que je me suis dit pour ça. Et j'avais prévu d'y retourner à nouveau pour 3 mois, parce que les visas, le tourisme, c'est simple. Sauf que le Costa Rica m'a gardé 3 ans. Parce que j'étais partie pour 3 mois. Mais au moment de m'en aller, il y a eu le Covid. Et donc, tout était fermé. Je ne pouvais pas partir, littéralement, je ne pouvais pas partir. Donc, je suis restée. Je suis restée là où j'étais.
Et je sais qu'il y a plein de gens qui ont passé cette période de manière très, très compliquée. Et moi, j'étais au paradis. J'ai vécu une période, mais extraordinaire. J'étais dans un endroit paradisiaque. J'étais vraiment, j'étais au top. Et donc, et ben, j'ai pu pratiquer aussi mes différents trucs de sorcière avec les personnes là-bas qui faisaient aussi des trucs de sorcière. Ouais. Donc, voilà, j'ai aussi une personne là-bas qui m'a transmis plein de choses. Et après, cette personne-là, un jour, m'a présenté, m'a dit, tu sais, j'ai un ami qui est indigène, j'aimerais bien qu'on aille le voir et tout. Et donc, elle m'a présenté Coyote, qui depuis est devenu un ami très très proche. Alors vraiment, c'était pas prévu, que c'était pas, il y avait aucune intention là derrière. Et, euh, et moi, j'ai décidé en fait d'aller vivre. Il fallait que je déménage. Coyote, je l'avais vu quelques fois, j'avais discuté avec lui, mais je sentais qu'il y avait plus derrière. Il fallait que j'aille plus près de chez lui parce que j'habitais à plusieurs heures de voiture. Et le jour où on m'a dit qu'il fallait que je déménage de là où j'étais, ça a même pas été une question. Moi, j'ai dit, je vais chez Coyote. Je vais à côté de chez Coyote, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, j'ai pris mes affaires et je suis partie, je suis partie là-bas. J'habitais en bord de jungle. Il y avait régulièrement des serpents mortels dans ma chambre, des araignées, des scorpions. Ouais, Voilà, c'est c'est pas. surtout les serpents, en fait, le truc. Hein, c'est... Moi, j'avoue, On alors le se méfie. serpent, c'est mon animal de pouvoir, mais c'est aussi un animal dont j'ai une trouille absolument gigantesque. Mais là, la trouille était justifiée parce que les serpents là-bas, les terciopélos, quand ils te mordent, en 2 heures, t'es mort. Donc voilà, clairement, c'est une trouille justifiée. Et quand on retrouve au pied de ton lit le soir quand tu vas te coucher, Oh, Seigneur. ça met un petit coup d'adrénaline. Ouais, j'en ai croisé plusieurs hein, sur mes 3 ans de Costa Rica, j'en ai croisé plusieurs. Il y en avait un coup, dans une petite machine d'eau qui était posée sur un nénuphar, qui était à 2 mètres de ma chambre. Et il y avait un jour de 50 centimètres sur ma porte. Donc en fait, j'ai dormi pendant 2 jours à côté du truc, alors qu'il aurait pu me buter pendant 2 jours, quoi. Donc voilà, il y a eu plein de trucs comme ça, mais finalement, ça s'est bien passé. Et donc, je suis allée proche de chez Coyote. Ça aussi, c'était purement intuitif. C'était pas du tout rationnel d'aller vivre dans une cabane dans la pampa toute seule comme une sorcière, là, mais j'adorais ça. Et Coyote, c'est euh, c'est un guérisseur indigène, artisan aussi, conteur de la tribu donc des Wetar, qui est encore une des tribus indigènes qui vit au Costa Rica. Et on a formé une amitié très très forte parce que pendant une année où on vivait à un quart d'heure l'un l'une de l'autre, soit moi j'allais chez lui, soit lui il venait chez moi chaque semaine et je mettais un micro ou une caméra ou voilà un moyen pour l'enregistrer et je lui disais vas-y parle de tout ce que tu veux. Parce que je m'étais rendu compte que les indigènes n'ont pas la parole en général, hein, c'est notre point de vue occidental, blanc, tout le temps, voilà. Donc j'avais envie de lui laisser vraiment le micro ouvert et sans l'orienter vers tel ou tel truc, voilà, vraiment qui me dise ce qu'il avait envie de me dire. Et, euh, et de toutes ces interviews, de tout ça, on a fait un reportage de 30 minutes, on a fait un bouquin aussi qu'on a écrit alors que moi, j'ai retranscrit de ses paroles et que j'ai ensuite traduit, qui tourne sur les thèmes universels comme la mort, l'amour, l'éducation, voilà, vraiment des trucs hyper universels et où il donne son point de vue en fait là-dessus. Et pendant cette année, c'est vrai qu'il m'a emmené très souvent dans sa finca. La finca, c'est son terrain agricole, disons, où il y a ces plantes médecines, où il y a les cabanes coniques qui sont typiques de cette communauté, où il y a voilà, plein de choses, où on a fait plein de cérémonies ensemble. Il a une hutte de Témascal aussi. Enfin voilà, il a plein d'endroits hyper magiques sur sa finca. Et en fait, voilà, on a fait des cérémonies ensemble,
on a reçu des groupes aussi de retraite de gens qui venaient de France, d'Europe, pour leur montrer ça. Comme lui, il parle que espagnol, bah, moi, je faisais la traduction en anglais ou en français. Et en fait, au bout d'un an, il m'a dit, avant que je reparte, il m'a dit, voilà, maintenant, tu as compris en gros ce que je veux dire, tu as écouté mon discours 50 000 fois, mes histoires, tu les connais par cœur, tu vas être ma porte-parole. Et quand il m'a dit ça, j'étais là, oh, c'est une immense responsabilité et c'est je sais pas, un immense honneur à quel point il me fait confiance, en fait. Parce que enfin, encore maintenant, je trouve ça fou, quoi. Et il m'a dit, voilà, toi, tu vas rentrer en Europe et tu vas dire aux gens que tu croises ce que je t'ai dit et tu vas essayer de leur transmettre ça. Et voilà. Et ouais, c'est un truc hyper touchant. Parce que voilà, les indigènes, ils se sont fait massacrer il y a 500 ans par mes arrière-grands-parents, probablement. Et lui, il m'a ouvert sa porte. Il a toujours été d'une extraordinaire gentillesse, douceur, empathie. Enfin, vraiment, ouais, c'était une rencontre hyper forte. Et lui aussi, il me dit toujours, tu m'as appris autant que moi je t'ai appris. Parce que voilà, on a tellement discuté pendant un an et on a tellement échangé que c'est devenu quelque chose vraiment à double sens. Il s'est jamais mis en position haute par rapport à moi parce que lui, il est guérisseur et qu'il est indigène et que machin, pas du tout. C'est la personne la plus humble que je connaisse. Donc voilà. Et effectivement, à peu près au moment de mon anniversaire, pendant cette année-là, il y a eu un truc qui m'a dit, le Costa Rica, c'est terminé, barre-toi, il faut que tu retournes en Europe et spécifiquement en France. Et moi, ça faisait 5 ans que j'étais pas retournée en France et que j'avais aucune envie d'y aller, mais vraiment. Et j'ai pleuré ma vie pendant 6 mois parce que je voulais pas retourner en France. Pour moi, c'était vraiment un truc... je voulais pas, je voulais faire ma vie au Costa Rica, je voulais rester là-bas. Voilà, ouais, c'est vraiment, c'était pas ce que je voulais. C'est pas ce que la personne Pam voulait. Mais mon intuition me disait, non, ça y est, c'est fini, tu as appris ce que tu avais à apprendre, maintenant tu t'en vas, il y a d'autres aventures à vivre, il y a d'autres choses à faire. Et le Costa Rica m'a dit, voilà, je t'ai accueilli, on a fait plein de trucs, mais maintenant c'est temps que tu t'en ailles, comme une maman qui te dirait, bon bah voilà, maintenant on va voler de tes propres ailes, quoi. Parce que c'est vraiment une maman, le Costa Rica, c'est l'abondance en permanence. Il y a des fruits, des légumes délicieux de partout, il y a des rivières, il y a des arbres, il y a des serpents qui veulent te tuer. Oui, mais le truc, c'est que c'est leur territoire, ces serpents. Moi, j'ai rien à y foutre, en fait. Non, mais moi, c'est ce que je me suis dit. Si je meurs, je meurs. Mais voilà, le serpent, c'est moi qui n'ai rien à faire dans sa forêt, en fait. Voilà. S'il veut cohabiter avec moi, je veux bien. S'il veut me buter, bah écoute, au moins, il se fait un super repas, et puis voilà, on n'en parle plus. Mais donc voilà, je savais qu'il fallait que je parte du Costa Rica. J'ai fait mes valises, ça a été hyper dur. J'ai vraiment pleuré ma vie de partir de là-bas. Je ne sais pas si j'y retournerai d'ailleurs. Et de quitter Coyote enfin voilà, tout ça. Et donc je suis retournée en Europe il y a 1 an et demi maintenant. Ça a été très dur au début. Donc j'ai passé 2 mois en Allemagne sans le dire à personne, dans la forêt allemande avec ma meilleure amie pour être tranquille et un peu me rééquilibrer aux énergies européennes qui sont vraiment très différentes du Costa Rica. Et puis ensuite, voilà, comme d'habitude, je ne savais pas pourquoi, je ne savais pas comment, mais je savais qu'il fallait que je sois là-bas. Et quand j'étais fraîchement retournée du Costa Rica, j'ai mis un truc sur Insta en disant voilà, j'aimerais bien aller à Paris, me faire une semaine d'anniversaire. J'ai toujours rêvé d'aller dans les plus grandes pâtisseries et de me faire une semaine de kiff, de plaisir. Donc, j'ai envie de me faire ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur Insta, parmi mes followers, followeuses,
qui connaît quelqu'un qui pourrait me louer un truc, qui pourrait me faire visiter. Enfin voilà, moi je connaissais personne sur Paris. J'étais allée quelques fois, mais je n'ai pas plus de connaissances. Et là, il y a quelqu'un qui m'envoie un message et qui me dit eh ben écoute, moi j'ai un appart en banlieue. Tu peux venir toutes les semaines chez moi, je t'héberge, je prends des vacances, comme ça je te fais visiter. Moi je suis parisienne depuis toujours. Voilà, je te donne mes meilleures adresses, on y va ensemble, je te montre tout. Enfin, vraiment, mais je me suis dit, mais attends, on se connaît pas, et c'est incroyable, quoi. Et, et en plus, elle me dit, moi je suis sexothérapeute, mon truc c'est la sexualité sacrée, voilà, l'énergétique, holistique, mêlée à la sexualité et tout. Et moi j'étais là, ah, mais c'est trop bien. Donc vraiment, ça a été mais incroyable cette rencontre. Et c'est voilà, elle s'appelle Estelle et son compte c'est Alchimie Sexuelle et elle fait des trucs trop bien. Et donc je suis allée à Paris chez elle pendant une semaine et c'était trop génial et elle m'a fait découvrir plein de trucs et depuis on est devenues super copines. D'ailleurs là je monte à Paris dans quelques jours et je vais aller la voir et c'est trop bien. Et elle m'a présenté à une personne qui fait des massages tantra. Moi, je connaissais pas du tout cet univers-là et j'y suis allée un peu. Ça s'est fait aussi d'une manière complètement folle. Elle m'a dit, vas-y, je lui envoie un message, va te faire un massage et tout. Je lui ai dit, mais attends, moi je pars lundi, on était vendredi soir à 22h. Elle me dit, ouais, en plus il est toujours booké des mois à l'avance, c'est mort, t'auras pas de rendez-vous, mais j'envoie quand même. Il répond, viens demain à 9h. Ok. Moi, je sais pas du tout dans quoi je m'embarque. Elle me dit, vas-y, il est génial. Je me dis, bon, bah, de toute façon, au point où on en est. De toute façon, c'est toujours comme ça, ma vie. Et, euh, et j'y suis allée. Ça a été une révélation pour moi. Du coup, lui aussi, c'est devenu un de mes bons amis. J'ai découvert voilà, tout ce milieu du tantra. Alors, pareil, hein, il y a aussi du déchet dans ce monde-là. Il y a aussi des trucs très bien, des trucs bien pourris. Mais en tout cas, j'y ai trouvé une forme de connexion, de présence, de trucs qui m'ont correspondu à ce moment-là. Et en fait, après, à partir de ça, bah, c'est comme ça que mon voyage il a commencé à s'articuler. Donc, ça fait un an et demi que je suis nomade en France et bah, que je vais là où on m'appelle pour faire des trucs avec le tambour, donc pour faire des retraites. Là, par exemple, en fin de semaine, je vais en Belgique parce qu'il y a un groupe de 5 femmes qui m'ont appelé, qui m'ont dit fais-nous une retraite de formation de tambour. Ok. Donc, soit je voyage en fonction de ça, soit en fonction des trucs qui m'animent, qui me donnent envie de vibrer, de vivre, parce que c'est vraiment ma boussole. Et voilà, tous ces trucs que j'ai découverts depuis un an et demi à la fois dans le monde du tantra, mais à la fois dans d'autres sphères aussi, ça m'a vraiment guidée cette dernière année. Et, euh, et j'ai aussi trouvé l'amour grâce à tout ça. Et maintenant, avec avec ces relations que je développe, parce que je trouve que je suis polyamoureuse, et ben ça me donne plein d'entrain pour aller visiter différents endroits et rencontrer différentes personnes et faire encore plus de trucs incroyables. Et c'est trop bien, c'est trop génial. Et voilà. Mais très souvent, une semaine à l'avance, je ne sais pas où je vais dormir. Je ne sais pas chez qui je vais être. Voilà, c'est une vie. Moi, j'ai pas de maison, j'ai pas de voiture, j'ai pas d'endroit où je stocke mes affaires à part mon sac à dos. Et dans mon sac à dos, il y a mon tambour et ma choucrouti. C'est comme un accordéon, c'est énorme. Dedans, j'ai 2 pantalons, 3 t-shirts, vraiment. J'ai très peu de possessions matérielles. C'est une vie qui est spéciale, qui est financièrement pas stable, j'ai pas de CDI, je peux pas faire un emprunt à la banque, je peux pas, voilà. Mais c'est une vie qui me convient et en tout cas pour l'instant, pour moi, je donne vraiment la priorité à ça, à suivre mon intuition. Et quand mon intuition, elle me dit, va là-bas, fais ci, fais ça, bah maintenant j'y vais parce que j'ai tellement la confiance que ça va bien se passer, que je sais pas comment, que je sais pas pourquoi, mais il va se passer un truc et que ça va être des tournants dans ma vie. Et jusque-là, voilà, je suis partie en 2018 au Canada. Je suis partie en Nouvelle-Zélande quand j'avais 26 ans, j'en ai 35, donc ça va faire 9 ans que je vis comme ça. Et depuis
trucs-là, c'est quand même plutôt cool. Alors que si j'étais restée pendant 9 ans au CNRS, je ne sais pas où je serais maintenant, mais je ne serais pas bien. Alors, moi, j'ai quand même une question à te poser, c'est que tu as tout ce parcours, tu étais ingénieur au CNRS, et comment est-ce que la toi ingénieur au CNRS a accepté la toi nomade, ouverte spirituellement, ouverte ouverte à la vie au final, ouverte aux appels de la vie, aux appels de ton feu intérieur. Est-ce qu'il y a eu des, enfin, j'imagine qu'il y a eu des moments de friction, il y a eu des moments où probablement de discours intérieurs un peu auto-jugeants. Comment est-ce que tu as vécu ça? Enfin, comment tu as fait pour être cette femme incroyablement épanouie qui, enfin voilà, comment t'as fait? Ça s'est pas fait en 5 minutes. Non, honnêtement, il y a vraiment eu des moments où c'était très très dur, où à chaque moment j'ai douté. Quand j'ai pris mon billet d'avion pour la Nouvelle-Zélande, je me disais mais attends, mais je suis folle, j'ai jamais fait une telle dépense pour un truc aussi irrationnel. Dans ma famille, on me disait c'est n'importe quoi, qu'est-ce que tu fous, machin. Après, quand je suis revenue de ma première année, on m'a dit bon, ok, c'est bon, maintenant t'arrêtes tes conneries, tu reviens au CNRS et tout, machin. Donc oui, j'ai eu plein de gens qui ont essayé de me décourager, qui ont essayé de me dire que c'était pas bien, que machin, que truc, qu'il fallait être raisonnable un petit peu dans la vie, qu'il fallait se poser, qu'il fallait avoir un amoureux, avoir des enfants, avoir une maison à crédit, machin, que c'est ça qu'il fallait. Et, et en fait, le truc, c'est que la moi du CNRS, ben, c'était pas moi. C'était une personne que j'ai fabriquée depuis que j'étais petite et puis que j'ai suivi en fait ce qu'on me disait de faire sans vraiment poser de questions. Et, euh, et puis un jour, cette moi, à 25 ans, elle a dit non mais attends, c'est pas moi en fait ça. Et, et la moi qui a commencé à voyager, à faire des trucs un peu plus fous, tout ça, bah, c'est vraiment qui je suis à l'intérieur. Mais ce truc-là, il a tellement été occulté pendant des années qu'il a fallu réapprendre tout ça. Il a fallu redécouvrir tous ces trucs-là. Et encore maintenant, je doute. Je disais hier à mon cousin, mais des fois, j'ai l'impression que mes 3 ans au Costa Rica, c'était un rêve, que ça s'est pas vraiment passé. Et des fois, je regarde les photos pour me dire, non, non, j'y étais bien. Je parle avec Coyote, je dis, non, non, c'est bon, c'est une vraie personne. Euh, Parce que c'est tellement, des fois, c'est tellement surréaliste, tout ce que j'ai vécu. Je me dis, mais attends, c'est pas possible. C'est impossible d'avoir une vie comme ça. Alors que il y a beaucoup de gens autour de moi qui travaillent de manière classique en 9-5, qui ont un pavillon en banlieue, qui ont des enfants, qui ont un chien, voilà. C'est pas du tout une vie que je critique. Il y a plein de gens qui sont heureux là-dedans. Il y a plein de gens, mais il y a aussi plein de gens qui le font sans en avoir conscience, sans réfléchir au fait que est-ce que c'est vraiment ça que je veux ou est-ce que je fais ça parce que l'école, mes parents et mon employeur m'ont dit de faire ça. Et moi, c'est ça en fait le truc, c'est que je me suis posé vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions sur bah, qui je veux être, qu'est-ce que j'ai envie de faire, voilà. Ça n'a pas été simple de faire ce truc et je suis en permanence là-dessus parce que il n'y a pas de réponse fixe, ça évolue tout le temps, c'est ça le truc. Mais c'est dur de se remettre en question souvent et en même temps d'avoir hyper confiance dans ce qu'on fait. C'est vraiment un équilibre hyper difficile. Et en même temps, moi, je ne pouvais plus en fait rester dans ce truc chemin tout tracé. Vraiment, je pétais les plombs. Donc, j'avais pas le choix vis-à-vis de moi-même. C'était pas, c'était me trahir que de continuer à faire ça. Je pouvais plus. Ouais, Mais alors, j'ai une question aussi par rapport aux différents enseignements que tu as reçus, à la fois au Canada, au Costa Rica et en Nouvelle-Zélande, et en fait partout où tu as vécu. Tu les as intégrés dans ce que toi tu transmets maintenant? Tu les as Bien tous sûr. intégrés? Tu fais. Ouais, ouais, ouais. Alors, j'ai intégré chaque personne qui m'a enseigné des trucs, mais des fois, c'est des personnes, c'est pas des chamans ou des machins. Des fois, c'est des gens comme ça dans la rue qui me disent un truc et ça me marque pour toute ma vie. Et c'est des trucs après que je vais transmettre aussi. Donc, il n'y a vraiment pas besoin que ce soit des personnes, voilà, des gourous, je sais pas quoi. Euh, mais oui, les personnes qui ont été des tournants dans ma vie et qui m'ont appris des choses sur moi et sur, ouais, sur la vie. Voilà.
bien sûr que je les intègre dans ce que je fais. Et il y a aussi eu des gens qui m'ont appris des choses hyper douloureuses sur moi-même. Il y a des gens de qui j'ai été très proche et que maintenant je ne veux absolument plus voir dans ma vie, mais qui ont été des enseignants et des enseignantes extraordinaires et que je remercie infiniment d'avoir rencontrés. Même s'il y a eu des trucs hyper douloureux, hyper bizarres, what the fuck. Mais oui, tout ce que moi j'enseigne, c'est infusé par les personnes qui m'ont enseigné, évidemment. Comment ça peut être autre que ça? C'est pas possible. Et il y a aussi ce truc de, moi, j'aime pas l'histoire de c'est un enseignement secret, il faut pas le dire, il faut machin, ou je sais pas quoi. Pour moi, l'enseignement, euh, c'est transmettre un truc. Mais si tu transmets un truc en disant ah ben non, faut pas que tu le pratiques, faut pas que tu le dises, faut pas que machin et tout, mais c'est pas un enseignement. Quel prof à l'école dit à ses élèves ok, je t'apprends à lire, mais ne t'en sers pas, et puis surtout n'apprends pas à tes petites sœurs, tes petits frères. Ben non, c'est n'importe quoi. Moi, voilà, je comprends pas les gens qui font un peu du sectarisme avec ce qu'on leur enseigne, parce que bah oui, c'est quelqu'un qui me l'a enseigné. Je suis pas arrivée comme ça. Toute nue de nulle part, et puis il n'y a jamais personne qui m'a parlé, d'un coup j'ai la science infuse. Bah non, ça ne marche pas comme ça la vie. C'est plein de gens qui te donnent des influences. Toi, après, tu fais quoi? Bah, tu synthétises un petit peu tout ça, tu fais ta propre sauce, tu le recraches à quelqu'un, et l'autre personne, bah, elle va en faire ce qu'elle veut, en fait. Il n'y a pas de... Enfin, voilà, c'est un autre truc sur les enseignements qui, moi, je comprends pas trop les gens qui bloquent un peu le savoir, qui font des trucs occultes et tout. Moi, je suis pour la libre circulation des enseignements. De toute façon, il y a des gens qui vont être attirés par certains trucs, certaines personnes, d'autres pas du tout. Donc, les enseignants, ils vont quand même passer, ils vont quand même. Si ça ne matche pas, ça ne matche pas, et c'est pas grave du tout, en fait. Mais si ça matche, ben allez-y. Alors, ton activité à l'heure actuelle, c'est proposer des retraites uniquement, c'est enseigner le tambour, je sais que tu enseignes également le chant intuitif, ou enfin, qu'est-ce que tu proposes? Alors, c'est un vrai bordel ce que je fais. C'est très dur à expliquer. C'est pour ça que je suis très mauvaise en marketing sur Instagram. Ah, mais Les alors, gens me disent, mais qu'est-ce que tu fais, femme? Ouais, alors, principalement, je fais des formations de tambour, donc pour les gens qui ont un tambour et qui ont envie d'apprendre à faire des voyages chamaniques. Et de manière plus générale, à utiliser leur tambour, à se connecter avec, à développer leur intuition, à se remettre dans leur corps aussi, c'est une chose très importante. Donc ça, c'est une des parties. Donc je fais des formations de tambour en ligne et en présence. Je fais aussi effectivement des ateliers de chant intuitif. Voilà, ça c'est un autre truc. Le chant, c'est quelque chose que j'adore depuis longtemps et que je pratique. Et voilà, j'ai pas mal de workshops là-dessus. Bref. Donc, chant intuitif. Il y a aussi des retraites individuelles où là, je passe tout un week-end en tête-à-tête avec une personne. Parfois, les personnes viennent avec des problématiques précises et on travaille dessus. Parfois, c'est un peu plus flou. Mais dans tous les cas, moi, je prends la personne telle qu'elle est au moment où elle arrive. Et en fonction de ça, on va faire ce qui a besoin d'être fait. Alors, c'est hyper abstrait parce que cette année, j'ai fait 10 retraites. Les 10 étaient complètement différentes. Je reçois aussi bien des personnes de tout genre, des personnes de toute situation sociale, des personnes vraiment de tout bord. C'est hyper varié. Et c'est ça que j'adore aussi parce qu'il n'y a pas de protocole. Il y a vraiment. Parfois on fait du tambour, parfois il y a des personnes qui ne veulent pas faire du tambour et on ne fait pas de tambour. Des fois on fait du shadow work, on travaille sur les ombres, les hontes, les peurs, les trucs comme ça. Parfois on fait des trucs, c'est hyper. J'avais une personne pendant 48 heures, enfin sur les 48 heures, pendant 24 heures, on s'est fait des câlins. La personne avait besoin de câlins physiques et elle ne trouvait pas ce truc-là chez les autres thérapeutes en fait. Et voilà, il y a une multitude de trucs qui peuvent se passer pendant une retraite. Je fais aussi
Je fais des sessions, voilà, c'est une personne qui me dit j'ai tel problème, est-ce que tu peux faire un voyage au tambour pour moi et puis aller régler tel problème. Donc voilà, ça je le fais aussi. Je le fais ponctuellement parce que j'aime pas quand il y a des gens qui deviennent un peu accros à ça et qui t'appellent toutes les 5 minutes dès qu'ils ont un petit peu de travers et puis qui prennent pas en charge leur propre auto-guérison en fait. Parce que moi, dans tout ce que je fais, c'est de donner la responsabilité aux personnes d'elles-mêmes et de pouvoir en fait se débrouiller de manière autonome pour gérer leurs problèmes. Même si évidemment, tous et toutes, on a besoin d'un coup de main de temps en temps, d'une personne tiers qui n'a pas le nez dans nos problèmes, dans nos émotions, parce que c'est facile de prendre du recul et tout. Mais pour moi, l'autonomie, c'est un truc qui est super important. Et puis, je fais aussi avec mon ami master tantra cachemirien, on a développé un truc qu'on fait, là ça va être la 3e fois qu'on le fait. Je monte à Paris dans son cabinet, lui il fait le massage tantra cachemirien, et moi je fais du tambour et du chant pour la personne. Donc c'est un truc, ça dure 2 heures voire plus de massage, plus 1 heure de discussion avant. Et c'est vraiment un cadre incroyable, une bulle hors du temps. Et il se passe à chaque fois des trucs mais imprévisibles, mais d'une puissance. Ni lui ni moi, on n'avait jamais vu ça en individuel, chacun de notre côté, quoi. Mais c'est vrai, quand on est ensemble, waouh, c'est incroyable. Donc on fait ça. Là, je monte à Paris justement ce dimanche, ce dimanche 31 juin, et du 30 juin, pardon, et du 1er au 6 juillet, donc je serai à Paris chez lui pour faire ça. Il y a encore quelques places si jamais il y a des gens qui sont intéressés. Et puis, je suis aussi en train de développer un autre truc avec mon amoureux principal, qui est psychologue clinicien et avec qui on a envie d'allier en fait nos 2 mondes pour à la fois avoir le côté psycho, scientifique, voilà, avec tout ce que la psycho peut apporter, mais de mettre aussi du corps et de l'esprit dans la psycho, chose qui manque souvent. Voilà, un psy ne peut pas faire un câlin à ses patients, alors que des fois, il y a tellement besoin. Voilà, donc plein de trucs comme ça, ramener dans le corps, faire des trucs créatifs, voilà. Donc là, on est en train de monter une recette justement ensemble là-dessus, et aussi d'écrire alors ce sera pas un bouquin, ce sera plus des guidelines, des lignes directrices pour les personnes qui font du développement personnel justement et qui organisent des stages, des choses comme ça, des choses en présence en tout cas, pour ne pas faire de mal aux personnes qui viennent les voir, parce que parfois par ignorance, tout simplement, pas par malveillance, mais par ignorance, on peut faire du mal aux personnes qui viennent si on ne sait pas gérer, par exemple, une crise de panique. Il y a une personne qui vient, on fait un déblocage énergétique, la personne se met en crise de panique. Si tu ne sais pas comment réagir, ça peut être, ça peut être dangereux. Ou des fois, il y a des grosses libérations émotionnelles, des fois, il y a des traumas qui remontent. Enfin, vraiment, le travail énergétique et holistique en général peut déclencher des choses assez importantes au niveau psy. Et si on ne sait pas gérer, ça peut être dangereux. Voilà. Donc, on est en train de faire un truc pour donner une idée de quoi faire dans tel cas. Pendant un stage, comment faire pour prévenir qu'il ne se passe pas des trucs barrés pendant le stage. Et sur le site du stage, une fois que c'est là, qu'est-ce qu'on fait dans tel cas, tel cas, tel cas, voilà, pour essayer de prévenir au maximum les risques qu'il peut y avoir là-dedans. Et parce que dans le milieu holistique, il y a un peu à boire et à manger. donc voilà. Et quand on est en situation de vulnérabilité, de se faire guider par quelqu'un, il faut que la personne en face, elle soit d'aplomb. Donc voilà un petit peu tout ce que je fais en ce moment. Ah non, j'adore, parce que ça sort tellement du discours de non, mais il faut que tu choisisses ta niche, il faut que tu choisisses ta cliente idéale, il faut que tu aies une seule offre. Et puis en fait, balèque. Ouais, alors du coup, comme je disais tout à l'heure, je suis
pas bonne en marketing, je suis pas bonne en vente, voilà, je suis pas du tout au top là-dessus. Oui, mais tu vois, tu as le mérite bon. d'avoir cette véritable authenticité. Parce que, je veux dire, alors là, c'est vrai que ça fait un peu pléonasmique de dire véritable authenticité. Comme l'authenticité, c'est utilisé à toutes les sauces, dans tous les sens. Non, mais c'est authentique. Et ben là, pour le coup, tu l'es réellement. Et je pense que c'est ça aussi qui donne envie de mieux te connaître, de travailler avec toi, etc. Donc bon, je suis hyper nulle en marketing moi aussi, donc voilà. Mais après, j'ai un cœur et je pense qu'il est relativement à la bonne place. Et voilà, donc bon, c'est aussi pour ça que j'avais envie de t'entendre parler de ton parcours. Est-ce qu'il y a des dates? Parce qu'il me semble qu'il y a pas mal de dates pour toi cet été, où on va te retrouver, entre autres, en présence, à Oui. part Paris, première semaine de juillet. Oui. Où il reste quelques places, on a dit. Yes, tout à fait. Donc, à part Paris, la première semaine de juillet, donc j'ai la formation de tambour niveau 1 en ligne qui sera à partir de la semaine du 8 juillet. Ça dure 3 semaines, c'est 1 heure par semaine. Et les ateliers seront le mercredi à 20h30 le soir. Donc voilà, pendant 3 semaines à partir du 10 juillet. Ça, c'est en ligne. En présence, il y aura la formation tambour sous forme de retraite de groupe. Il y aura niveau 1 plus niveau 2 plus chant intuitif dans le même week-end. Ça se passe à Orbey en Alsace et c'est le week-end du 16-18 août. Donc voilà, ça c'est cool, on a plein de personnes inscrites. Et puis j'ai un atelier aussi de chant intuitif qui sera en ligne. Ça dure 3 heures, de 14h à 17h, et c'est le dimanche 21 juillet. Ça, c'est voilà, les dates qui sont déjà posées. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, moi, je suis nomade et je vais là où les gens m'appellent. Donc, si vous voulez faire des trucs avec moi, vous m'appelez. On s'organise, on fait quelque chose. Voilà. Si vous m'appelez avec le tambour, ce que vous voulez. Si vous voulez faire des retraites individuelles, pareil, on s'appelle, on se cale un truc. Ça peut être vers chez vous, ça peut être ailleurs, ça peut être voilà, il y a plein de possibilités. J'ai très très envie de faire des concerts aussi avec ma chroutier et mon tambour. Donc si vous êtes un petit festival et que vous avez besoin d'animation musique un peu new age et tout, j'ai très très envie de faire des concerts cette année. Donc voilà. Ouais. Et puis sinon, quand je passe dans votre ville, là en ce moment je suis à Lille, après je serai voilà, ce week-end à Namur, après à Paris, après je serai en Ardèche, après je repars, enfin voilà, je repars un peu partout. Si vous voulez juste aller boire un café, on peut aussi s'organiser ça. Voilà. Ok, mais en tout cas, merci. Merci Pam. Merci pour ton temps. Merci d'avoir partagé ton histoire. Moi, je suis encore en PLS avec j'ai juste un sac à dos. J'ai mes livres, je les mets où? Donc voilà, je suis encore en train de processer. Oui, mais bon, c'est pas pareil. Donc... Je sais. En tout cas, merci à toi d'être venu. Merci d'avoir accepté de venir partager ton parcours vers cette reconnexion à toi, cette reconnexion à ton authenticité, cet apprentissage de ton amour de toi aussi que je trouve absolument incroyable. Et toi qui nous as écoutés, tu vas retrouver en description où trouver Pam, son compte Insta, ses dates, les dates de cet été en tout cas. Après, voilà. Mais au moins les dates de cet été, son compte Insta. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt! Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Je t'invite à le partager avec une personne qui peut en avoir besoin et à me laisser un commentaire. Tu peux me retrouver en dehors du podcast pour échanger avec moi sur mon site, sur Instagram ou encore par email. Les infos sont en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sens Interdits. À très vite!